vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Comme tous les vendredis soirs, vous le savez maintenant, retour sur l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère. Avec nous ce soir, Juan José Dorado, periodista español en París. Leo Clem, ich bin deutscher Journalist. John Henley, The Guardian, good evening. Richard Herly du quotidien suisse Blick, bonsoir. Bonsoir et merci à tous les quatre d'être là pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Actualité politique extrêmement chargée. J'ai hâte d'ailleurs de vous entendre. On parlera sport aussi. Il va y avoir du sport. Avec une initiative étonnante pour vous faire justement un peu d'exercice. Va y avoir du sport aussi sans doute à l'Assemblée nationale. La cifra della settimana. Le chiffre de la semaine. Et justement, notre chiffre cette semaine, c'est 44. 44 comme le nombre de députés qu'il manque donc à Emmanuel Macron pour disposer de la majorité absolue à l'Assemblée. Aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seule. Pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect. Bâtir des compromis nouveaux. Alors le compromis dans vos pays, vous le connaissez tous ou presque. 19 pays sur 27 dans l'Union européenne sont dirigés, il faut le rappeler, par des coalitions. Est-ce que la France, est-ce que la classe politique française en est capable? Léo, vu d'Allemagne. Non. Ça mérite d'être clair. Voilà, alors ça c'est la réponse courte. La réponse un peu plus élaborée, c'est de dire que oui, c'est alors la classe politique française n'a pas l'habitude. Il y a une question culturelle et puis alors on a beaucoup entendu parler de cette question culturelle ces derniers jours en France. Oui, qu'il faut l'apprendre et c'est vrai qu'on aime bien rejouer la Révolution en France. C'est-à-dire les gens adorent quelque part avoir un roi à l'Élysée contre lequel ils peuvent râler et un peu voilà rejouer ça la vient de Révolution. là, vous croyez? Ah oui, je pense que on adore la notion du rapport de force, d'aller mesurer ses forces politiquement en France, mais aussi. Et alors, il n'y a pas que l'aspect culturel, il y a aussi la culture politique qui est façonnée par le système. Et le système électoral français fait qu'il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, que ce soit au présidentiel ou dans les circonscriptions, dans les législatives. Donc, c'est très logique, en fait, qu'on arrive à des limites. C'est un système qui n'a pas... Qui ne porte pas l'idée du compromis. Hier, Alberto Toscano, italien que vous connaissez tous, était avec nous dans RTL Midi et il me disait le compromis en français c'est presque un gros mot. En tout cas c'est forcément négatif. C'est comme se compromettre en fait. Même chose pour négocier, disait-il. Vous voyez ça aussi, Juan José? Oui, tout à fait, parce que comme disait Léo, vous n'avez pas du tout l'habitude du compromis. Ici, il y a toujours un qui gagne. Mais effectivement, quand vous regardez ailleurs, vous êtes les seuls, puisque le seul pays qui applique double tour majoritaire, ce n'est que la France. Bon, il y avait l'Angleterre, sauf qu'elle n'est plus dans l'Union européenne. Mais ailleurs, effectivement, on est tous habitués au compromis. En Espagne, aujourd'hui, c'est un gouvernement des coalitions qui gouvernent en minorité. Parce que même en coalition, ils sont en minorité. Et pour chaque texte, on va chercher... Alors, chez vous, c'est texte par texte. Et en Allemagne, on se met d'accord. Alors, on vote, on va rappeler à nos auditeurs, on vote et ensuite les différents groupes se mettent d'accord sur un nouveau contrat de gouvernement. Il y a eu au niveau des régions déjà des gouvernements minoritaires comme en Espagne, mais comme on est quand même très... on fait une fixette sur la stabilité en Allemagne, on n'aime pas trop ça, donc on essaie de bâtir une vraie coalition qui va avoir une majorité réellement au Parlement, et c'est ce qui est le cas en ce moment en Allemagne, et on va même au-delà, puisqu'on est aussi obsédé par le droit. Hein. Le droit est presque une valeur plus importante que le pouvoir et la politique en Allemagne, et on va faire même un contrat de coalition qui va compter 100 ou 200 pages et où ce sera un programme qui stipulera tout précisément. Et voilà, et on sera ligoté un peu par tout ça. Donc ça a aussi des côtés négatifs qui induisent un manque de flexibilité puisqu'on n'est pas très réputé être très souple en Allemagne. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. On va dire ça comme ça. Richard, vous souriez. Léo disait, c'est un problème culturel et un problème d'institution. Vous êtes d'accord ? Sauf si les personnalités jouaient le jeu.
parce que la politique française, elle est quand même basée beaucoup plus qu'ailleurs sur des personnalités. Le score de la NUP, c'est largement quand même le score de Jean-Luc Mélenchon, le score du Rassemblement national, celui de Marine Le Pen, et le score du groupe présidentiel, celui d'Emmanuel Macron. S'il y avait la volonté de ces personnalités phares de la politique française de négocier et d'aboutir à un compromis, je pense que les Français, ni les forces politiques n'y sont hostiles. Donc la voie, quelque part, elle existe. La difficulté aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, quand il dit « je veux un compromis », personne ne le croit vraiment sincère. Tout le monde pense qu'il va essayer quand même de dominer. Et les deux autres que j'ai cités, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui sont les deux autres acteurs les plus importants de l'Assemblée nationale, ils n'en ont aucune envie, puisque, disons les choses, leur intention, c'est quand même de déboulonner Macron, ou en tout cas de lui gâcher son quinquennat. Donc moi, je crois que le compromis n'est possible en France que s'il est porté par de fortes personnalités. Aujourd'hui, eh bien malheureusement, je ne crois pas que cette volonté de compromis soit partagée. John. Je pense qu'il y a, je suis complètement d'accord avec tout ce que tout le monde a dit, sauf je pense qu'il y a une question qui va au-delà de la question du compromis et de la pratique, si vous voulez. Et c'est une question très fondamentale de la démocratie en France. Je pense que indéniablement, cette assemblée, même si elle ne fonctionne pas, elle est beaucoup plus elle est représentative. Et les Français, d'ailleurs, 56%, pardon, je vous coupe, mais je vous redonne la parole, 56% des Français se félicitent de cette nouvelle assemblée. Ils disent même que ça va être un moyen de redynamiser la démocratie. C'était complètement intenable qu'un parti... Quoi qu'on en pense du Rassemblement national, mais c'était complètement intenable qu'un parti qui reçoit régulièrement plus de 20%, jusqu'à 40% des votes, du vote national, n'a que 8 députés. Je veux dire, c'est pas possible. Et c'est très très mauvais pour la démocratie. Ça gâche la foi des électeurs dans la démocratie. Et donc, je pense que c'est vraiment extrêmement important et je suis complètement d'accord avec ce que dit Richard. C'est vraiment maintenant la responsabilité des députés et des grandes figures de la vie politique française de jouer le jeu et de se montrer responsable. Alors, la presse étrangère n'a pas été tendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Emmanuel Macron va devoir mettre de l'eau dans son vin et ce n'est pas très français. C'est ce que titrait cette semaine un journal belge. Emmanuel Macron leur a d'ailleurs répondu cet après-midi depuis Bruxelles. Écoutez. Moi, je suis toujours frappé dans nos débats politiques domestiques. La France, elle sait faire des compromis, y compris votre serviteur. On passe notre vie à en faire ici. On passe notre vie à bâtir des solutions avec des gens qui ont des intérêts, qui des sensibilités, et qui ne sont pas les nôtres, pour bâtir des textes et des décisions. Pourquoi serions-nous incapables de le faire dans une assemblée avec des femmes et des hommes, pour autant qu'ils ont des sensibilités différentes, mais s'inscrivent dans le champ républicain et de la volonté de gouverner, de faire avancer le pays. Donc moi, je suis très confiant parce que je crois dans la bonne volonté des femmes et des hommes qui sont là pour représenter la nation. Et donc, je pense que les choses avanceront. Alors ça, c'était donc cet après-midi à Bruxelles. Mercredi soir, il donnait dans son allocution 48 heures à chacun pour prendre position, pour ou contre ou pas la coalition ou des accords texte par texte. Ça se fait en 48 heures. Ça, vous qui connaissez le compromis, Juan José, 48 heures? Non, ça se fait pas en 48 heures, bien sûr. Léo? Non, ça peut prendre des mois. Des mois? Bien sûr. Ouais. Vous écriviez, Richard, cette semaine, c'est gonflé et risqué. Oui, c'est gonflé et risqué. Il se trouve que j'étais à Bruxelles, là j'en arrive, à la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il est heureux à Bruxelles. Plus heureux qu'en France. Mais écoute, ça je ne sais pas, mais on a vraiment le sentiment, alors en plus tout le monde le remerciait aujourd'hui, puisqu'on est en fin de présidence tournante française. Et on va revenir sur ce bilan tout à l'heure. Mais on sentait vraiment que ça lui plaît l'Europe, parce qu'on est entre dirigeants politiques obligés d'être responsables. Ils ne le sont peut-être pas tous indépendamment, mais quand ils sont à Bruxelles, ils sont obligés de se montrer responsables. Et là, Emmanuel Macron, il aime ça parce qu'il a l'impression de parler à ses pairs le même langage, il arrive à briller. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que ça doit être pénible de rentrer en France en ce moment. Justement, la transition est toute trouvée. On va voir si Emmanuel Macron est vraiment affaibli ici en France. En Europe, on a compris pas trop, visiblement. En tout cas, c'était votre sentiment, Richard, depuis Bruxelles. Une toute petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite sur RTL. RTL. Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France. With Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. La suite, ils refont la France avec nous toujours ce soir. John Henley, Léo Klim, Juan José Dorado et Richard Ferli.
L'homme de la semaine, the man of the week. Et notre homme cette semaine, c'est donc Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le niveau de défiance était tellement élevé à l'encontre de Macron, comme je lui ai dit, que ça paraît compliqué que ou nous ou d'autres puissent participer à un gouvernement d'union nationale à son initiative. Parce que le niveau de défiance, il est vraiment fort. Et donc, il va falloir qu'il donne des gages. Aujourd'hui, il doit improviser une nouvelle façon de gouverner. La période jupitérienne, c'est terminé. Est-ce que Emmanuel Macron va pouvoir faire ce qu'il veut? Non, la réponse est non. Clairement, ce matin, c'est non. Et tant mieux, c'est-à-dire la retraite à 65 ans, je pense que c'est une réforme enterrée et il devra faire avec. Alors ça, c'est pour les réactions politiques qu'on a pu entendre cette semaine. Je vous cite quelques bribes de citations de la presse étrangère, sévère là encore. Il incarne désormais moins Jupiter que la chute d'Icare. Ça, c'est The Economist, la Stempa. Écrit: Jupiter n'a pas survécu, c'est lui qui tombe de l'Olympe. C'est lui le grand perdant, Emmanuel Macron, de ces législatives. Richard? Oui, et c'est une ironie, parce qu'en même temps, c'est lui qui les gagne. Il ne faut quand même pas l'oublier, parce qu'il a le principal groupe à l'Assemblée nationale. Donc dans un pays parlementaire, on l'aurait présenté comme le vainqueur des législatives. C'est le en même temps. Mais comme le système français est effectivement un système où il faut que le gagnant ait la majorité absolue, où on présume qu'il l'aura, il apparaît comme le perdant. Mais moi je crois qu'il est quand même en position de force, et sa déclaration de mercredi, c'était la déclaration de quelqu'un qui se sent en position de force, qui le fait savoir et qui estime pouvoir quand même remporter le pari. Mais il se sent en position de force, est-ce qu'il l'est vraiment? À gagner quand même. On verra. On verra. Mais il y a une chose qu'on oublie, je pense, par rapport à Emmanuel Macron, c'est que c'est quelqu'un qui a pas mal d'expérience dans le monde des affaires, dans la banque des affaires. C'est quelqu'un qui a l'habitude, et on imagine qu'il était quand même assez compétent dans ce monde-là, il a l'habitude de faire des deals. C'est un deal maker. S'il arrivera à le faire, c'est vrai que sur le papier, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Mais, comme a dit Richard, la voie est là. Je veux dire, le chemin est là. C'est imaginable que si tout le monde joue le jeu dans l'intérêt du pays, et c'est quand même un moment extrêmement, je veux dire, c'est un moment capital. On est dans un pays, une Europe, un monde avec des défis quand même énormes. C'est dans l'intérêt de tout le monde de trouver des solutions. Avant cette élection, il avait dit qu'il ne faut pas rajouter de la crise ici en interne à la crise qu'on peut vivre en Europe. Léo? Alors moi je dirais que malheureusement pour la France et pour l'Europe, Emmanuel Macron a ses meilleures années derrière lui parce que ça ne reste pas sans effet qu'une société soit éclatée, divisée politiquement. Ça fragilise votre pouvoir. Et ça fragilise l'Europe? Parce que vous dites évidemment, malheureusement pour l'Europe. L'Europe a besoin d'une France forte qui puisse agir. Oui, c'est vrai que dans son allocution, Emmanuel Macron a débuté un jeu de mistigris, c'est-à-dire c'est à celui qui aura le mistigris en dernier qui sera fautif d'une éventuelle dissolution, etc. Donc ça, c'est complètement tacticien, mais les gens en ont marre de ça. Donc il est très bon en tactique, il est un bon deal maker, mais c'est exactement ce que les gens ne supportent plus. Ils veulent être pris au sérieux. Ils n'ont pas l'impression d'être pris au sérieux dans ces jeux-là. C'est le perdant forcément parce qu'il lui manque que 100 députés par rapport aux dernières élections de 2017. C'est la France la perdante parce que quand il partira, il va laisser un système politique complètement éclaté avec un parti socialiste disparu, des républicains pratiquement inexistants, un front national extrêmement important. Mais la réalité aujourd'hui, après 5 ans, c'est que le système politique français est complètement éclaté. Alors pour quelqu'un qui effectivement voulait finir avec l'extrême droite, force est de constater qu'il n'a pas réussi. Après, c'est vrai que pour l'Europe, je ne partage pas tout à fait votre avis. Je pense qu'au niveau européen, l'Europe est assez forte et fait abstraction de ce qui se passe dans chaque pays par la suite. Par contre, Emmanuel Macron sera peut-être pas le prochain président de la République, mais peut-être sera-t-il le prochain président du Conseil européen. Ah, écoutez, je note et on prend les paris. Richard, vous nous parliez de votre séjour à Bruxelles ces 48 dernières heures. Vous l'avez senti bien heureux à Bruxelles. Les autres, qu'est-ce qu'ils en disent? Vous avez perçu, je sais pas, des regards en se disant il est affaibli? Je sais pas. Non, il y a une inquiétude sur la France.
pas tant sur la capacité d'Emmanuel Macron à amener la France derrière lui. Je crois que à Bruxelles, il y a quand même, alors admiration, le mot est trop fort, mais il y a une reconnaissance de ses qualités et de ses capacités. On se souvient qu'il avait été porté au nu lors de son élection. C'est un dirigeant européen dynamique qui souvent on dit à Bruxelles que c'est la caractéristique des Français, mais c'est de venir avec des idées. Là, cette fois-ci, il est venu avec la communauté géopolitique ou politique européenne. Donc, tout le monde lui reconnaît cela. L'inquiétude, c'est si, pour des raisons internes, il se trouve vraiment en situation extrêmement difficile en France et que son message devient de moins en moins audible. Mais moi, je trouve que quand même, mes confrères y vont un peu fort. Il a encore pas mal de cartes en main. Il a encore pas mal de cartes en main. Il y a quoi comme carte ? D'abord, il a la carte de sa réélection, 58,5%. C'est quand même légitime important. Ensuite, la deuxième chose... C'est très mauvais avec un Front National... non, moi je ne pense pas que c'est très mauvais. Si élevé. Je ne pense pas que c'est très mauvais. C'est une honte. Et il est carrément en symbiose politique avec Marine Le Pen. Ils s'utilisent mutuellement. Moi, je trouve que 44%, parce que il faut, ou dans l'autre sens, 42% pour Marine Le Pen, c'est un mauvais score pour l'écart Emmanuel Macron. Est bien moindre qu'il y a 5 ans. Oui, mais la période a changé aussi. Regardons ce qui se passe dans les autres grandes démocraties occidentales. Regardons ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Regardons ce qui se passe au Royaume-Uni. Je trouve que, pour moi, Emmanuel Macron est loin d'être fini. Mais peut-il, se réinventer ? C'est ce qu'il promet de faire, mais les promesses il nous l'a promis souvent, sa nouvelle méthode. D'accord. Et surtout, peut-il entraîner derrière lui, créer une dynamique ? Et ça, c'est la grande difficulté, parce qu'encore une fois, ces deux principaux rivaux politiques n'ont absolument pas intérêt à entrer dans une logique qui lui soit favorable. Alors, il a dressé tout à l'heure le bilan de la présidence française de l'Union, qui s'achève, on le rappelle, le 1er juillet. Écoutez. L'Europe de juin 2022 est très différente de celle de janvier 2022. En effet, durant ce semestre, nous avons réagi vite et fort au retour de la guerre sur le sol européen, mais nous avons en même temps poursuivi notre agenda. Nous l'avons consolidé. Alors, il a listé une à une toutes les réformes qui avaient été votées, celles sur lesquelles on avait avancé. Je me souviens, autour de cette même table, quand on avait parlé présidence française de l'Union, vous m'aviez dit, oh là, la catastrophe, ça va se passer en pleine campagne électorale, ça va être horrible. Finalement, c'est pas si mal, non, Juan José ? Non ? Si mal. Il faut compter que ça a été une présidence des 3 mois, puisqu'après il y a eu la période de réserve, donc on n'a pas fait grand-chose du côté de l'Europe. Et c'est vrai qu'elle est différente par rapport à janvier. Au milieu, on a la guerre, ce qu'il n'avait pas avant. Donc, et on a une inflation qui a explosé dans tous les pays. On a des difficultés des pouvoirs d'achat. Donc oui, l'Europe a beaucoup changé. La seule chose, c'est peut-être qu'effectivement, on a redonné avec l'arrivée de l'Ukraine en tant que pays candidat un nouveau élan à cette Europe. Mais bon, l'Europe ça reste a changé, pas grâce à Emmanuel Macron, grâce à la guerre, Léo ? Ah oui, alors évidemment, ça a radicalement changé. Et je pense que le sommet de Bruxelles qui a eu lieu maintenant a surtout été une bonne occasion pour Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz d'habilement changer de position et d'acter, en fait, parce qu'il y a 2 ou 3 mois, ils n'étaient pas pour l'adhésion, pour ouvrir une perspective d'adhésion à l'Ukraine. Et ils se sont retournés tous les deux ensemble, parce que, en fait, le vrai vainqueur de ce sommet, c'est le président ukrainien, qui nous a fait la démonstration de sa puissance politique. C'était devenu intenable pour le président français et pour le chancelier allemand d'être contre cette ouverture de perspective européenne pour l'Ukraine. Et donc c'est lui le gagnant avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, et il faut reconnaître Emmanuel Macron et Olaf Scholz d'avoir habilement retourné leur veste. Alors on a commencé à évoquer justement l'Ukraine, candidate officielle à cette entrée dans l'Union. On en reparle dans un tout petit instant. À tout de suite sur RTL. Loro rifanno la Francia. Ils refont la France con Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. 19h42 sur RTL. Nous sommes toujours avec John Henley, Léo Klim, Juan José Dorado et Richard Verly. Le mot de la semaine. Et notre mot cette semaine, c'est historique. C'est le mot qu'a employé hier le président Zelensky pour saluer la décision des 27 d'accorder donc à l'Ukraine le statut de candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Можливо, нову історію України, нову історію Європи. C'est historique, vraiment ?
C'est historique. Forcément, c'est historique parce que dans une situation normale, elle ne serait pas candidate à l'Union européenne. Rappelons-nous ce qui se passe avec la Turquie, avec d'autres pays des Balkans qui attendent depuis des années et des années à pouvoir intégrer l'Union européenne. Donc c'est historique. Mais c'est historique aussi parce que l'Union européenne a su donner une réponse à un pays qui avait besoin des perspectives, Léo le disait tout à l'heure, et parce qu'elle a su de cette façon aussi donner une réponse claire à la Russie. Donc oui, c'est historique à ce niveau-là, mais ça va mettre du temps, symbolique forcément. Historique, parce que justement, ça va prendre du temps, 15 à 20 ans. John. Aussi symbolique de mon point de vue parce que ça tombé sur l'anniversaire du Brexit il y a 6 ans, qui a été voté il y a 6 ans jour pour jour. Et donc oui, pour moi c'était absolument historique. Qu'on vient d'être dit, vraiment un nouvel élan, un nouveau perspective pour une union qui quand même. Je veux dire, on dit que c'est toujours une union en désunion, mais ces dernières années, depuis le Brexit, depuis le Covid, et surtout depuis la guerre en Ukraine, c'est quand même une union qui a montré une force d'union et de solidarité. Vous auriez juste à dire qu'elle fait envie ou pas ? Il y a 5 ans, on n'aurait pas... C'était inimaginable, ce genre de... Mais est-ce que vous diriez que chez certains Britanniques, elle fait un peu plus envie aujourd'hui que... Chez certains. Oui. Certainement. Même ceux qui ont voté pour le Brexit ? Malheureusement, pas pour ceux qui sont au pouvoir, mais les résultats des 2 élections partielles en Grande-Bretagne aujourd'hui, je pense, tendent à montrer que ceux qui sont actuellement au pouvoir vont peut-être pas rester longtemps. Il y a aussi eu cette idée de projet de communauté politique européenne qui inclurait la Suisse, Richard, et pourquoi pas d'ailleurs le Royaume-Uni, lancée par Emmanuel Macron. Elle a été longuement d'ailleurs évoquée hier soir à Bruxelles. On en dit quoi ? Les Suisses sont pour ? Les Suisses sont toujours pour quelque chose qui leur permettrait d'être associés à l'Union européenne tout en restant non membres de l'Union européenne, et en gros d'avoir l'Europe à la carte. Non, je pense que cette communauté politique européenne aujourd'hui, c'est très flou. Très très flou. Ça risque d'être une strate de plus. On parle d'un premier sommet à l'automne au niveau des dirigeants. Si c'est pour avoir un sommet des dirigeants qui se retrouve, vous imaginez, à 35 en quelque sorte, ça risque d'être compliqué. Puis si vous rajoutez à ça quand même une question, ça va être celle de la Turquie. Est-ce qu'elle fait partie ou non de cette communauté politique européenne ? Bref, il y a quand même plein de mines dans ce chemin. Par contre, il y a une chose intéressante, je trouve, qui a été peu commentée. C'est que dans ce projet, il y a une idée intéressante. C'est de permettre à la fois aux pays candidats, sur le chemin de leur adhésion, voire aux pays non membres de l'Union européenne, de participer à certains programmes européens. C'est un peu une Europe à la carte, donc les puristes n'aiment pas ça. Mais ça correspond à une réalité. Il est évident aujourd'hui, par exemple, que les Britanniques comme les Suisses ont besoin d'être dans la recherche européenne. Absolument. Et l'Europe a besoin des Britanniques et des Suisses. Donc voilà des domaines, ça je trouve ça intéressant. Cette idée qu'au fond, on peut quelquefois, et sur certains programmes on pourrait dire d'avenir, mais qui ne sont pas le cœur politique de l'Union, on pourrait avoir des membres associés, mais associés au sens qui travaillent avec. C'est pas le risque d'un empilement comme ça de choses, Léo ? Quelque part, je pense que c'est surtout donner un nom à quelque chose qui existe déjà, puisque les cercles concentriques, c'est pas une idée nouvelle. En fait, Macron nous recycle une idée française qui est assez ancienne et lui redonne un autre nom et il met un label, une étiquette sur quelque chose qui plus ou moins existe déjà et qui peut avoir l'avantage de structurer un peu les coopérations. Pourquoi pas. Et puis il y a une autre idée que Emmanuel Macron a articulée hier soir au sommet de Bruxelles, qui est celle de dire ce n'est pas toujours géopolitiquement indiqué d'avoir tout le monde en Union européenne. Et d'ailleurs, il a dit aussi clairement que c'est parce que l'Ukraine est attaquée qu'on lui donne cette perspective, parce que autrement elle n'est pas mûre, parce que c'est vrai que intégrer l'Union européenne, c'est quand même un catalogue assez contraignant de règles. Ça suppose de se plier à plein de règles. Et ça se fait pas, c'est pas facile, c'est pas une chose aisée. L'Ukraine, on le rappelle, c'est 44 millions d'habitants. Ça serait le 5e pays le plus peuplé de l'Europe, juste, je crois, derrière l'Espagne. On en dit quoi dans vos pays, en Espagne? Alors l'Espagne n'était pas très chaude pour qu'elle rentre
contre qu'elle soit candidate. L'Espagne était l'un des trois pays qui étaient contre, plus ou moins. Et l'Espagne était l'une d'elles. Le problème que cette nouvelle structure qu'on essaie de créer, c'est rajouter quand même une couche au millefeuille européen qui existe déjà. Et ça me rappelle ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années quand on a récupéré de l'oubli le G20. Il y avait le G7 et à un moment donné, on ne savait pas quoi faire, on ne peut pas mettre plus de monde, donc on va récupérer le G20. Mais il sert à quelque chose le G20, non? Le G20, non, oui, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux, même si maintenant le G20, parfois c'est G40, parce qu'il y a les pays qui sont invités. Donc pourquoi pas, mais les coopérations renforcées, c'est une idée qui existe depuis des décennies du côté de l'Europe. Donc, c'est comme ça que s'est construite l'Union européenne, voilà, quand même. Hein, c'est des coopérations renforcées. Oui, c'est comme ça que s'est construite l'Union européenne. La difficulté, moi j'en vois deux pour cette communauté politique. D'abord, d'une manière ou d'une autre, il faudra bien que les pays candidats, les pays en voie de négociation et les pays non membres décidés à le rester, ça existe aussi, il faudra bien qu'ils aient chacun leur place. Et puis, il y a la nature, elle est ce qu'elle est. Quand vous êtes la Norvège ou quand vous êtes la Suisse ou quand vous êtes le Royaume-Uni, pardonnez-moi, vous n'avez pas nécessairement envie d'être traité à l'égal de pays, des Balkans. Vous estimez que vous méritez un siège un peu plus important. Et c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Vous pesez plus lourd, vous pouvez mettre plus d'argent dans le système si besoin. Donc là, il va falloir calibrer tout ça et ça va être compliqué. Mais surtout, dans l'immédiat, je le répète, il y a un grand problème. Vous faites quoi de la Turquie ? Vous la mettez dans la communauté politique européenne ? Ça va faire du débat. Quelle question ? Mais c'est une question essentielle. 19h50 sur RTL, on va marquer une petite pause. Je rappelle qu'elle est candidate, la Turquie. Oui, et ça suscite régulièrement depuis des années. 23 ans qu'elle est candidate ? 23 ans, je crois. Petite pause, on va changer de sujet, se détendre un peu. On a été particulièrement sérieux, je trouve, ce soir. Dans un instant, l'idée qu'on pourrait leur piquer avec donc cette initiative originale pour nous faire du sport. Allez, enfilez vos tenues de sport, au basket, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Ils refont la France sur RTL. Mais Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Suite d'Ils refont la France et Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine. Chaque semaine. La idea qu'on pourrait leur piquer. Que podríamos copiarles. Chaque semaine, donc, cette idée qu'on pourrait leur piquer. Deux idées, deux initiatives trouvées à l'étranger qu'on pourrait ou pas décliner ici en France. On va commencer donc, comme promis, avec un peu de sport en Roumanie. Ah oui. Ouais, c'est pas du tout cliché. La ville de Cluj-Napoca encourage ses habitants à se bouger le plus possible avec une petite carotte. Pendant le festival des sports, le ticket de bus est offert en échange d'une vingtaine de squats. Alors le squat, il s'agit de se baisser en pliant les jambes, les fesses vers l'arrière, puis de se relever. Vous faites votre série de 20 squats en moins de 2 minutes face à une machine qui capte vos mouvements et elle vous délivre ensuite le ticket de transport qui coûte normalement 50 centimes d'euros. Le concept, c'est un succès formidable. Lors de la précédente édition, en 2020, 55 000 tickets gratuits avaient été distribués en 3 mois. C'est l'équivalent de 1900 heures de sport. Pas mal. Après ça, vous nous servirez bien un petit whisky, avec modération, bien sûr. Ouais, celui-là, je ne sais pas si vous allez le boire, Amandine, parce que c'est un whisky à base de crabe vert. Le crabe vert, c'est une espèce nuisible, invasive, qui ravage la faune sur la côte est des États-Unis. Ces petites bêtes voraces s'en prennent aux crustacés et aux autres crabes. Alors, une distillerie du New Hampshire a décidé de joindre l'utile à l'agréable en tuant ces bestioles pour créer le Crab Trapper. Alors il s'agit de mélanger du bourbon 4 ans d'âge à une infusion de résidus de crabe vert. Pour 100 litres de Crab Trapper, il faut 40 kilos de bestioles, soit 1000 crabes. Ah oui, prix de moyen de faire du nettoyage. Voilà, exactement. Prix de la bouteille quand même $65 pour 20 centilitres, c'est un peu cher. Mais si vous n'avez pas envie de siroter du crabe vert, vous pouvez aussi en manger dans les restaurants du coin, c'est paraît-il délicieux. Bon, qu'est-ce que vous choisissez entre le whisky au crabe vert et les tickets de bus gratuits en échange de sport? Le whisky, je le laisse aux Anglais, puisqu'apparemment ils se connaissent mieux que les Espagnols. Mais par contre, pour l'autre proposition, je me pose la question, alors pour ceux qui sont plus vieux que moi et un peu plus gros que la moyenne, on fait comment? Vous faites 20 squats, ça vous fera perdre un peu de ventre. Parce qu'en fait, il n'y a que les jeunes qui vont rentrer en bus. Roi Rosé, je ne suis pas plus sportif que vous, j'ai essayé de faire 20 squats en moins de 2 minutes, c'est largement faisable. Voilà.
Léo, Je vais entre essayer tout à l'heure. les squats et le whisky. Alors, moi, je choisis le whisky parce que j'ai pas envie d'être dans un bus avec plein de gens qui sont en sueur. John, whisky forcément. Ouais, forcément le whisky, même si je suis pas écossais, mais maintenant on fait le whisky, on fait même du whisky en France maintenant, en Bretagne on fait du whisky, Oui. donc franchement pourquoi pas. Oui, ça. Ben oui, le whisky, mais peut-être qu'il y a un secret au crabe, je sais pas, est-ce que c'est aphrodisiaque ou quelque chose comme ça, on aimerait quand même savoir. Ça a une saveur un peu épicée apparemment, mais bon, ça n'a pas l'air non plus dingo. Hein. Bon, je vois que vous n'êtes pas forcément très très sportif. Dans les Arthur doit nous commander une bouteille pour la prochaine fois. À vous, frère Richard. Dans les petites infos de la semaine, il y a ce classement que The Economist publie chaque année, son index des villes sur la planète où on vit le mieux. Qui sait quelle est la première ville? Elle n'est pas en Espagne. Ah non, elle n'est pas en Espagne. Bon, c'est Vienne, bien sûr. Son titre, elle l'avait perdu, je crois. Elle l'avait perdu une année, mais c'est pour la 3e fois en 5 ans. Vienne numéro 1, Copenhague en 2, Zurich en 3. Vienne et Zurich, c'est pas très loin. Calgary en 4 et 5e, Vancouver. Londres et Paris sont loin, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais on fait moins pire. Enfin, on fait mieux, on va dire. Merci. On fait mieux qu'il y a quelques années. On va se quitter sur ces douces notes de musique. Je ne vais pas vous demander de me faire des squats sur ça, quoique ça aurait pu être pas mal. Un grand merci en tout cas à tous les 5. Ils refont la France revient bien sûr la semaine prochaine, même heure, dès 19h15 dans un instant. Place au rugby. Ça va vous plaire, ça, messieurs, finale du top 14, Castres-Montpellier. Très très belle soirée sur RTL.